À la une, toute la Guyane pourrait ne pas être placée en REP+, à la rentrée prochaine. Une annonce du gouvernement qui provoque la colère des enseignants. Ils craignent des conséquences désastreuses pour l'éducation en Guyane. 36 mois de prison, dont 18 fermes, requis par le procureur de la République. Le père Henri-Claude Jean-Philippe était présenté à la justice ce matin. Le curé de Soula est accusé d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et puis une séance plénière sous tension à la CTG ce matin. Les élus étaient réunis pour discuter des orientations budgétaires avant le vote de budget 2016 à la fin du mois. Les conseillers de l'opposition ont quitté l'Assemblée en plein débat. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. Avant de développer ce journal, un mot sur celui d'hier soir, vous avez pu le constater. Il a été interrompu dû à une panne technique. La rédaction d'ATV Guyane vous présente ses sincères excuses pour ce contretemps. Venons-en à présent au fait du jour. C'est une promesse qui pourrait bien ne pas être tenue. Le classement en réseau d'éducation prioritaire renforcé pour toute la Guyane en septembre prochain. Le gouvernement revient sur son annonce par manque de fonds, un rétropédalage mal vécu par le corps enseignant qui dénonce de graves conséquences pour les établissements et plus largement pour l'éducation en Guyane. Xavier Paul Lepelletier. Partout. Donc de ce fait-là, la Guyane reste... C'était une belle promesse. Problème, personne ne l'a ratifiée, celle de classer l'ensemble des collèges guyanais en réseau d'éducation prioritaire renforcé à la rentrée prochaine. Du côté du rectorat, on rappelle qu'au niveau national, rien n'est prévu avant 2019 et on insiste bien sur le fait que cette transition, qui n'aura pas lieu, ne ralentit en rien les projets pédagogiques en cours. On respectera le maximum de critères vis-à-vis de l'élève, vis-à-vis de la pédagogie, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des établissements, et ça on va le faire. Et on les respectera en fonction aussi de nos moyens. Partout. Donc de ce fait-là, la Guyane reste... C'était une belle promesse. Problème, personne ne l'a ratifiée, celle de classer l'ensemble des collèges guyanais en réseau d'éducation prioritaire renforcé à la rentrée prochaine. Du côté du rectorat, on rappelle qu'au niveau national, rien n'est prévu avant 2019 et on insiste bien sur le fait que cette transition, qui n'aura pas lieu, ne ralentit en rien les projets pédagogiques en cours. On respectera le maximum de critères vis-à-vis de l'élève, vis-à-vis de la pédagogie, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des établissements, et ça on va le faire. Et on les respectera en fonction aussi de nos moyens, tels qu'on les a donnés, parce que même si on était complètement à REP+ de partout, on n'a pas tout à fait les moyens qu'il faut, donc de toute façon, qui correspondent à cela. Donc on va faire en sorte que on garde l'objectif vis-à-vis de l'élève, vis-à-vis des équipes, mais que les moyens, on les adapte petit à petit, c'est-à-dire qu'on se battra, sans REP ou avec REP+, on va se battre quand même au niveau de l'État pour faire en sorte que cette priorité que l'État pose sur la Guyane, comme sur Mayotte, comme sur certains établissements en métropole, cette priorité pour la réussite des élèves, depuis la refondation de l'école et puis la réforme du collège, on va essayer de faire en sorte de réussir. D'ici 2-3 ans, on fera le bilan, comme dans tous les établissements, c'est-à-dire en 2019. Il y a fort à parier que c'est une décision qui vient du ministère de l'Éducation nationale et que le rectorat ici se retrouve après un peu en porte-à-faux pour nous imposer des nouvelles mesures. Du côté du corps professoral, on regrette bien évidemment une situation qui pourrait être préjudiciable pour les collégiens, mais qui surtout concerne directement les intérêts des profs. Le minimum qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme surprise de l'ensemble de l'académie. On voit déjà, nous, en l'espace de 72 heures, ça commence déjà à quand même pas mal bouger dans l'établissement. Il y a eu des professeurs qui ont postulé sur des appels à candidature de professeurs référents en REP+. Au final, ça ne va pas aboutir. Il y a des projets qui ont été constitués qui ne vont pas aboutir non plus. Et un autre paramètre qui est assez important, c'est qu'il y a des mutations intra-académiques, donc des choix d'établissements dans l'académie qui ont été faits et clôturés au 30 mars 2014 et qui ont été faits en connaissance de classification d'établissement, qui était la classification officielle de l'époque et qui maintenant n'est plus d'actualité. Donc il y a quand même un gros préjudice pour certains enseignants, ne serait-ce que parce qu'ils ont demandé un établissement peut-être pour une stratégie de carrière, de points, ce que les établissements REP+ apportent plus de points dans le cas des mutations. Afin de signifier leur désaccord et leur mécontentement, les syndicats enseignants appellent à manifester jeudi matin devant le rectorat. Dans l'actualité également, 36 mois de prison dont 18 fermes. C'est la peine requise par le procureur contre le prêtre de la paroisse de Soula. Henri-Claude Jean-Philippe est accusé d'attouchement sexuel sur un garçon de 13 ans. Le procès s'est déroulé à huis clos ce matin au tribunal de grande instance de Cayenne. On écoute les réactions de la mère de la victime et des avocats des deux parties au micro de Xavier Paul Lepelletier. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et là, il faut à tout prix aller
chercher les éléments qui rendent crédibles les accusations du mineur. Il ne reconnaît pas d'erreur puisqu'il s'agit d'actes, en tout cas, selon ce qu'il déclare, qui ne sont pas du tout à connotation sexuelle. C'est ce qu'il a toujours maintenu depuis le départ. Alors une chose est sûre, c'est que ni vous ni moi, personne n'y était pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Mon client n'est pas sous contrôle judiciaire. Mon client a été convoqué tout simplement par le biais d'une COPJ devant le tribunal correctionnel, mais il n'est pas sous contrôle judiciaire. Non. On est dans la diminution de la responsabilité, ce qui pour Nicolas est une seconde souffrance, puisque en niant les faits, il le place en situation d'être celui qui ment, qui est pour les victimes, surtout quand elles sont mineures, une seconde agression assez violente. Mais ce que je retiens également, c'est la dignité avec laquelle Nicolas, sur question du président, a pu dire de manière très posée qu'il n'avait pas de haine vis-à-vis de lui, qu'il voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait et surtout qu'il ne recommence jamais, c'est-à-dire ni contre lui, ni contre qui que ce soit d'autre et encore moins des mineurs. C'est quelqu'un qu'on aimait, on avait du respect pour lui. Ma maison était ouverte, je préparais à manger pour lui, comme le prêtre qui était là avant lui, et tout. Alors c'est quoi? C'est le plaisir d'être là, d'être sali, je ne peux plus aller au travail. Depuis 8 heures, je suis là en crise d'asthme. C'est le plaisir d'être là. Je ne veux pas qu'on voit ma tête. L'évêché croit mon fils, d'accord? L'évêché croit, l'évêque croit, les prêtres qui ont dissonné mon fils croient mon fils. Et moi, je crois mon fils. Mon fils a marqué sur WhatsApp, son statut WhatsApp. Le dimanche 3 avril, le prêtre est venu chercher du bouillon d'awara chez moi pour vous dire que je n'étais au courant de rien. Le lundi 4 avril, je suis au travail. Je vois sur le statut de mon fils: Seigneur, toi seul sais ce que je vis en ce moment. Aide-moi à trouver la bonne personne à qui parler. Et le verdict est attendu le 28 juin prochain. Je vous le disais, la collectivité territoriale de Guyane était rassemblée ce matin pour aborder ses orientations budgétaires. Une séance plénière écourtée par le départ des élus de l'opposition. Il déplore un manque de débat au sein de l'Assemblée. Ayodele Germa. Premier point de l'ordre du jour, orientation budgétaire de l'exercice 2016. Face à face, les élus de l'opposition et de la majorité s'opposent sur un point. Faut-il, oui ou non, avoir recours à l'emprunt ? Avec 30 millions d'euros de déficit budgétaire en 2015, dont 27 millions sont imputés au Conseil général, l'Assemblée est divisée. La CTG n'aura pas les moyens de rembourser cet emprunt. Je le rappelle que lorsque vous empruntez, alors j'ai appris par Madame Passion aujourd'hui, une nouvelle donnée en économie, c'est que l'emprunt génère les recettes. Je n'ai jamais vu ça. Le président de la CTG, alors qu'il avait promis vents et merveilles aux Guyanais, aujourd'hui est en train de faire marche arrière et c'est ce que j'appelle de l'imposture. La suite des débats se déroulera sans les élus de l'opposition qui claquent la porte derrière eux avant la soumission au vote du premier point de l'ordre du jour. C'est une insulte à la population, c'est véritablement ne pas tenir compte de la nécessité aujourd'hui de rattraper ce gap économique. L'opposition de son côté réclame comme préalable à la discussion du budget 2016 la convocation d'un congrès avec tous les acteurs politico-socio-économiques. Pour le groupe de l'opposition, la tournure des débats met à mal la démocratie. Ce sera l'occasion de mettre chacun devant ses responsabilités, aussi bien les 4 parlementaires, les 22 maires, les conseillers donc, territoriaux et toute autre expertise que le président souhaite convoquer. Donc à charge pour lui d'amorcer cette démarche qu'il appelle de ses voeux à travers la mise en place de ce congrès qui nous permettra d'amorcer cette démarche collective, comme je le dis, qui est nécessaire de toutes les façons afin de sortir la Guyane de ce marasme dans lequel elle se trouve. Cela n'empêchera pas Rodolphe Alexandre de signer un prêt de 53 millions d'euros ce matin en marge de l'Assemblée plénière, un montant financé à part égale par l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui est une évidence pour toute personne, tout expert qui approche le dossier, c'est que la CTG a un problème de ressources. Un problème structurel de ressources, elle doit augmenter ses ressources. Il y a un certain nombre de leviers qui sont possibles sur les taxes et un certain nombre de leviers qui sont possibles sur l'octroi de mer. Cet emprunt est remboursable sur une période de 20 à 40 ans. Pour le chef de la majorité, le remboursement n'aura qu'une faible répercussion sur les contribuables. Il est pratiquement indolore par rapport à la population. Et l'intérêt sera maintenant de fournir tous les documents administratifs, financiers qui ont été donc demandés. Et au fur et à mesure, donc, la levée des emprunts se fera par objectif. Donc il y a dans la PPI un lycée, il y a 4 collèges, il y a
la Matourienne, il y a d'autres opérations sur différentes communes. C'est un rapport d'orientation, donc il est indicatif. Et je pense qu'on a fait un budget qui est sincère et qui sera à nouveau soumis à l'Assemblée plénière. La discussion du budget 2016 se poursuit. Son adoption est prévue au courant du mois prochain. On poursuit ce journal avec notre invité à présent, le colonel Pierre Poty, commandant second de la gendarmerie de Guyane. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci d'être à nouveau avec nous ce soir. Nous allons aborder ensemble cette période d'importante turbulence que traverse la Guyane. Agression, meurtre, des faits très graves et qui inquiètent la population. On ne peut pas mettre, bien sûr, un gendarme derrière chaque citoyen, mais quand même, comment aujourd'hui s'organisent les gendarmes pour faire face? Alors, bonne question, effectivement. Légitime, puisque effectivement nous avons connu des faits de violence assez graves dans les jours précédents, notamment plusieurs homicides. Alors on parle de celui de l'île de Cayenne à Matoury, mais il y en a eu également sur Saint-Laurent-du-Maroni, donc il ne faut pas les oublier. L'ouest de la Guyane fait partie de la Guyane, bien entendu. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'avoir une analyse de situation et de réagir avec un dispositif opérationnel sur le terrain qui soit adapté à ce qui se passe. Au moment où il y a eu l'homicide, on avait mis un dispositif au même moment sur Remire, important, parce qu'on avait eu plusieurs faits de vol avec armes depuis plusieurs jours, donc tous les soirs on était présents sur ce secteur-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, toujours d'avoir un dispositif adapté à ce qui se passe sur le terrain, et cette réflexion elle est quotidienne, on analyse et on met en place ce qui est nécessaire sur le terrain. Ça c'est le premier aspect des choses. Le second c'est la police judiciaire, donc sur un fait aussi grave, nous avons fait saisir la section de recherche de la gendarmerie de Cayenne, qui est une unité spécialisée dans ce type d'affaires, dans l'espoir de pouvoir interpeller très rapidement l'auteur des faits, et nous sommes déjà bien avancés dans ce dossier. Justement sur ces dispositifs mis en place par les forces de l'ordre, on évoquait la manière dont ça s'est déroulé pour le meurtre dont vous parliez. Le jeune homme en fait a été incité à la fois par les gendarmes à travers ses proches à se rendre aux forces de l'ordre. Alors ça effectivement c'était sur l'homicide précédent. Bon, ça peut surprendre effectivement une telle manière de procéder. Au contraire, je pense que c'est un bon moyen d'éviter de surajouter des troubles supplémentaires en faisant une opération de vive force pour aller interpeller à son domicile quelqu'un qui a pu commettre un homicide. Là nous avions des éléments qui laissaient penser qu'il était susceptible de se rendre. Nous avons travaillé avec sa famille et je pense que c'était la meilleure solution pour tout le monde et pour éviter des troubles supplémentaires. Une manière finalement peut-être plus adaptée d'agir. On y reviendra. La Guyane en tout cas est le département le plus violent après Marseille. On le sait, ça ne va plutôt pas en s'arrangeant malgré les dispositifs et les tentatives mises en place par les forces de l'ordre. On se souvient notamment de l'opération Déposer les armes en 2014 qui finalement a été vouée à l'échec. La population peut y voir ici un indicateur d'inefficacité peut-être du travail des forces de l'ordre. Je ne crois pas, parce que je crois que si on regarde objectivement les choses, d'abord il y a deux choses. Il y a les faits de délinquance tels qu'ils se produisent et il y a le sentiment d'insécurité de la population. C'est deux aspects qui sont finalement relativement différents et qui ne sont pas toujours liés. Et on essaie de travailler sur les deux aspects. Sur le plan de la délinquance, il faut quand même noter que la population de la Guyane croît de manière exponentielle. En 25 ans, elle a doublé, elle a plus que doublé, et ce n'est pas fini. Et pour autant, la délinquance reste globalement en volume assez maîtrisée. C'est assez exceptionnel et considérable. Il faut le dire à la population, même si au quotidien, ils ne se rendent pas toujours compte. Ça, c'est le premier aspect, c'est les chiffres de la délinquance. Et puis le deuxième aspect, c'est le sentiment d'insécurité. Et on essaie aussi de travailler là-dessus, et il passe par une présence des forces de l'ordre qui est à la fois visible, dissuasive et efficace. Alors je vous donnerai juste un petit exemple, mais par exemple sur Matoury, parce qu'on est en ZSP, zone de sécurité prioritaire, c'est un petit peu un laboratoire, on nous a un peu laissé les coudées franches pour faire ce qu'on souhaite et d'essayer de faire des tentatives de choses nouvelles. On a créé, nous, ce qu'on appelait la cellule de prévention des cambriolages. C'est quoi? C'est une petite cellule de 6 personnels qui font du porte-à-porte chez tout le monde et qui vont dispenser des conseils de sécurité au quotidien pour essayer d'éviter les cambriolages. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, ça rassure beaucoup la population. Et derrière, il y a une réelle efficacité, puisque par exemple, depuis le début de l'année, on a évité 92 cambriolages par rapport aux 4 mois de l'année 2015. C'est pas neutre, c'est des choses qui fonctionnent. Bien sûr, alors il faut le souligner en même temps, je suis désolée d'insister là-dessus, mais quand même la population garde un sentiment d'insécurité. Même les gendarmes se sont fait agresser sur le fleuve il y a quelques semaines, ce sont quand même des faits inédits. Le député Gabriel Serville a d'ailleurs interpellé le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Aujourd'hui, c'est l'association des maires qui interpelle le gouvernement à l'aide d'un communiqué adressé à l'État. Quelle est la réaction de la gendarmerie, pardon ? Alors là, on attaque la problématique de l'orpaillage illégal, qui est une autre problématique. Je remercie les maires de s'intéresser effectivement au sort de la gendarmerie. Je précise que ce n'est pas juste les gendarmes qui ont été agressés, mais également les forces armées en Guyane. Tout à fait, mais juste pour le souligner, les maires soulignent quand même des faits de violence graves sur tout le territoire et pas uniquement en ciblant ce fait, en tout cas, des gendarmes. Bien.
j'imagine bien. Moi, je vois d'abord un signe d'efficacité de la lutte qui est menée dans le cadre de l'orpaillage illégal. C'est une lutte difficile sur un territoire qui est immense, chacun le sait, et pour autant, on a obtenu des résultats quantifiables très intéressants. Et le fait qu'ils en soient venus à l'extrémité d'être obligés de venir en confrontation frontale avec les forces de l'ordre démontre bien qu'on a réussi notre action qui consiste à les malmener sur la problématique de la logistique et de l'accès de la logistique au site d'orpaillage. Donc je crois qu'au contraire, il faut y voir un signe d'efficacité du dispositif, et nous mettons en place des mesures justement pour essayer de faire face à cette violence le plus efficacement possible. Alors 12 morts déjà depuis le début de l'année. Est-ce que les gendarmes sont suffisamment équipés? Sont-ils assez nombreux pour quadriller un territoire aussi vaste que la Guyane? Alors si vous demandez à un gendarme s'il est assez nombreux, il vous dira toujours non. Je crois qu'il faut avoir quand même quelques chiffres en tête. La Guyane, c'est le département où il y a le plus d'escadrons de gendarmerie mobile en renfort sur le territoire. Donc c'est quand même 6 escadrons de gendarmerie mobile, c'est absolument considérable. Si on fait le ratio entre la population qui est gérée par la gendarmerie et le nombre de gendarmes, on tombe à peu près à un gendarme pour 200 habitants. En métropole, on est à un gendarme pour 800 ou un gendarme pour 1000. Donc je ne pense pas que ce soit une problématique de globalité des moyens. Bien sûr, sur l'île de Cayenne, si nous avions un peu plus d'effectifs, nous en serions très heureux. Je pense que la problématique, c'est une approche globale de la sécurité. Et nous, ce qu'on attend de la population guyanaise, c'est vraiment de s'impliquer également à nos côtés dans la prévention de la délinquance. Ce qu'on attend également des élus, c'est de s'impliquer à nos côtés dans la prévention de la délinquance. Et c'est tout le sens de la mise en place, notamment des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont peu à peu développés sur l'ensemble des communes importantes de Guyane. Un dernier point rapidement par rapport à ce point. Le procureur de la République rappelait la semaine dernière la circulation des armes à feu dans le département qui reste très importante. On parlait de l'opération en 2014, déposer les armes, qui n'a pas fonctionné chez nous. Aujourd'hui, à ce niveau-là, voilà, que fait la gendarmerie pour peut-être ralentir cette circulation des armes à feu en Guyane? Alors, effectivement, vous avez raison de le dire, ça se fait en lien avec le procureur de la République, qui nous délivre très facilement ce qu'on appelle nous des réquisitions, qui nous permettent d'ouvrir les coffres des véhicules, mais surtout des scooters, puisque nous savons que c'est un des vecteurs importants de la délinquance sur l'île de Cayenne notamment. Donc ça, c'est un élément important qui nous permet, j'allais dire, de faire changer l'insécurité de Caen, tout simplement parce qu'on fait des contrôles tous les soirs, un peu de manière aléatoire sur les zones les plus sensibles, ce qui nous permet de rechercher ces armes qui sont éventuellement portées en dehors des actions de chasse pour lesquelles elles sont faites à l'origine. Est-ce que ces opérations-là, sont assez fructueuses finalement? Oui, bon, d'accord, très récemment, là, à 4 h du matin, alors c'est une heure, heureusement, les braves gendarmes réussi à interpeller un scooter qui était porteur, des gens porteurs d'une arme. À 4 h du matin, on peut se douter que ce n'était pas pour aller faire une partie de chasse. Merci beaucoup, colonel Poty, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ces précisions. Merci. Direction la Guadeloupe à présent avec un chiffre 329. C'est le nombre de femmes victimes de violences conjugales l'an dernier. Un chiffre en baisse, notamment grâce au signalement. Un protocole unique d'aide aux victimes dans toute la France est mis en place en 2012 à l'unité de médecine légale de l'Archipel. Reportage Bénédicte Jourdier. C'est des coups de poing à chaque fois, des coups de pied. D'accord. Vous êtes tombé au sol, vous avez perdu connaissance? Non. Après avoir porté plainte, cette femme explique les violences qu'elle a subies au docteur Senamo Dabadi, chef de service de l'unité de médecine légale. Cette consultation permet de détecter les signes de gravité à travers 9 critères établis via un protocole bien précis. 9 signes avant-coureurs des risques de passage à l'acte du conjoint violent, tels que les violences sexuelles, les menaces de mort ou encore la présence d'armes à feu. Effectivement, on établisse un rapport qui contienne aussi bien des commémoratifs sur le vécu de la personne que des éléments objectifs en fait de traces de violence. Et au terme de notre examen médical, on est là pour dire voilà une histoire, une personne, voilà nous ce qu'on constate. En fonction de ce qu'on constate, voici le retentissement et en fonction du retentissement, quel ITT pénal on va pouvoir mettre en place. Voilà. Mais nous, notre rôle, c'est surtout de rester neutre. Rester neutre et signaler au procureur dans le cas où la cote dépasse le chiffre 4 sur la grille de gravité. Un protocole mis en place depuis 2012 à la suite d'une augmentation de cas d'homicide lors de violences conjugales. Et concrétisé effectivement par la signature d'un protocole entre principalement le parquet de Pointe-à-Pitre et puis l'hôpital de Pointe-à-Pitre et plus exactement l'unité médico-judiciaire. Alors il s'agit d'améliorer le traitement des violences conjugales, le traitement judiciaire des plaintes qui peuvent être déposées puisque nous sommes systématiquement dans le cadre d'une plainte et donc d'une enquête pénale diligentée de ce chef-là et d'informer, je dirais, le plus tôt possible l'autorité judiciaire des situations les plus dangereuses et d'évaluer précisément aussi
je dirais, le degré de renouvellement possible de ce type d'infraction. Je vais faire un examen, donc vous inquiétez pas, je relève les lésions. Pendant la consultation, le médecin établit un examen médical complété par un entretien psychologique. Quelqu'un qui va nous dire, moi je me sens pas en sécurité, il vient devant chez moi, il m'a menacé de mort plusieurs fois, j'ai peur qu'il passe à l'acte. Effectivement, moi je risque de retrouver certains symptômes. Donc ça, nous on va le relever bien entendu, et le cas échéant, notre assistante sociale mettra en place un hébergement d'urgence avec l'accord de la victime, bien entendu. Car la victime se retrouve souvent seule face à toutes ces démarches, et pour l'aider, un troisième entretien est pris avec une assistante sociale de l'association Guadave. Elle l'accompagne dans les démarches administratives, comme celle du logement si besoin, ou la demande de l'aide juridictionnelle. Pour la victime, souvent c'est un peu le parcours du combattant, donc c'est pouvoir lui expliquer ses droits auxquels elle peut avoir droit, surtout lorsqu'il y a une dépendance financière, et auquel cas il faut aussi se protéger, pouvoir l'inciter à pouvoir quitter le domicile, ou voir dans quel cas elle peut être maintenue et comment on peut voir par rapport au conjoint violent. Une procédure qui rassure et qui aide les victimes. Le contexte particulier des violences conjugales, c'est que ce sont des femmes qui évoluent dans un contexte particulier, avec notamment une emprise du conjoint sur elles, avec des femmes qui ont tenté une fois de porter plainte ou qui n'ont jamais osé parce qu'effectivement elles ont peur des conséquences pour elles et pour les enfants derrière. Depuis la mise en place de ce protocole, le nombre de violences conjugales a clairement diminué en passant de 17% en 2012 à 4% en 2014. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons l'initiative du parc amazonien de Guyane et de la Poste pour désenclaver les communes de l'intérieur. Et puis, nous nous intéresserons au travail de tri sélectif mené par des élèves du collège Auguste Dédé. Ils ont présenté leur projet innovant à leurs camarades aujourd'hui. Mais avant, soutenir l'économie locale et faciliter l'accès des populations les plus éloignées aux services publics et bancaires. C'est en somme l'objectif de la signature d'une convention entre le parc amazonien et la Poste de Guyane. Un contrat qui s'adresse surtout aux populations du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock. Explication Mia Pierre. Cette signature marque une nouvelle fois la volonté de la Poste et du parc amazonien de Guyane de s'unir pour le développement du Haut-Maroni et du Haut-Oyapock. C'est la suite d'un partenariat déjà établi en 2009. Cette fois, elle va plus loin, avec pour objectif premier une meilleure prise en compte de ces populations locales. Une mutualisation de nous, ce que l'on peut faire, et puis surtout de l'établissement Poste, pour permettre aux gens d'avoir accès à des services qui sont plus des services bancaires, des services de monétarisation. Et en cela, nous sommes quand même contents au niveau du parc amazonien parce que, comme vous le savez, nous sommes dans des projets de développement local, souvent des projets de micro-entreprises aussi. Et cela peut permettre d'avoir les éléments qui auparavant étaient des freins, mais cette fois pourront permettre de développer vraiment une action plus concrète. C'est-à-dire qu'avant les gens devaient aller à Cayenne, tout était compliqué, là ce sera un peu moins compliqué. La convention s'articule autour de 3 axes. D'abord, elle permettrait de financer des projets pour la mise en place de transports de courrier mieux adaptés. La convention inclut l'économie familiale et la formation des populations à la gestion de leur budget, à utiliser leur carte bancaire ou à payer avec leur téléphone ou par Internet. Très souvent, en raison des difficultés de communication, ces populations qui détiennent des cartes bancaires, parfois remettent ces cartes à des tiers qui vont faire des opérations. Alors vous comprenez bien le risque qu'elles prennent, c'est-à-dire confier sa carte bancaire, c'est un truc qui ne doit jamais se faire. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont dépouillés, les comptes sont vidés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas méfiants. Donc il y a toute une pédagogie à faire sur l'utilisation, sur les risques liés à l'utilisation des cartes bancaires. Et avec l'appel à projet, nous pensons pouvoir le faire, notamment en utilisant également, les moyens locaux, c'est-à-dire les gens qui vivent sur place, qui parlent la langue locale également, de manière à bien faire passer ces messages. L'autre volet de cette convention, c'est l'aide aux porteurs de projets, avec la mise en place de microcrédits dans le but de développer l'économie locale avec la population locale. La Poste envisage aussi d'envoyer un conseiller bancaire dans les communes isolées pour gérer les dossiers sur place.
Les élèves de 5e du collège Auguste Dédé jouent la carte du tri sélectif pendant plusieurs mois. Ces jeunes ont tout appris pour éviter le gaspillage et la pollution par les déchets. Recherche, visite d'usine de l'usine Écotri, ateliers spécifiques, autant d'expériences qui leur ont permis de mettre en place leur propre projet de tri. Ils l'ont présenté ce matin à leurs camarades et à leurs enseignants. Jonathan Lariot. Dans cette salle de classe, c'est au tour des élèves de prendre les commandes. Et la leçon du jour fait partie du quotidien, le tri des déchets. Ça ne se recycle pas. À part le carton qui est en haut, on l'enlève et on le met dans la poubelle jaune. Et le plastique, on le met dans la poubelle. Depuis bientôt un an, le tri sélectif des déchets fait partie du quotidien des foyers guyanais. Une année pendant laquelle les élèves de 5e du collège Auguste Dédé ont eu plusieurs occasions d'étudier la nature et l'utilité du tri sélectif. À travers leurs expériences, un projet est né, ce bac jaune, construit de leurs mains. À l'image des poubelles jaunes, seuls certains déchets y seront autorisés. Beaucoup de gens ont besoin d'apprendre comment trier, et notamment nous. Au tout début, on ne savait pas du tout trier. Par exemple, j'avais une bouteille en plastique, je me disais pourquoi elle va dans la poubelle et pourquoi ma barquette de viande ne va pas dans la poubelle jaune. Je ne comprenais pas. Donc c'était important de sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent bien pourquoi on trie ces papiers-là et pourquoi on trie aussi les autres objets. Un projet présenté ce matin aux élèves des autres classes de l'établissement. Et si le tri paraît simple, l'erreur est vite arrivée. Par exemple, la boîte en plastique, qui pour moi doit peut-être aller dans la poubelle chaude ou peut-être dans la poubelle ménagère. Le plastique avec lequel on faisait les flacons pouvait se recycler. Mais les plastiques souples, si on peut dire ça, les plastiques légers, comme les plastiques de sachets d'emballage, ça ne se recycle pas, donc ça va dans la poubelle ménagère. Je pense que c'est à cet âge-là, justement, qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire. Après, peut-être que c'est un peu trop tard et qu'il y a des habitudes qui sont ancrées, alors que là, les habitudes peuvent se créer, des réflexes tous les jours au collège et à la maison. Il y a beaucoup d'erreurs, donc là, l'idée, c'était qu'il y ait une classe qui soit ambassadrice et qui porte le message auprès des autres élèves du collège et auprès des agents et de tous les adultes du collège, en fait, également. Une matinée consacrée à la sensibilisation. Ces bacs jaunes seront présents dans chaque classe de l'établissement. Les élèves de 5e continuent de faire le tour des différentes salles de cours pour que chaque jour on puisse respecter un peu plus notre planète, la Terre. Tout autre chose à présent, vous rêvez peut-être de tout plaquer pour partir à l'aventure dans un pays étranger. Eh bien, eux l'ont fait. Lucille et Damien ont décidé d'aller au bout de leur imagination. Ce couple de jeunes mariés a quitté la Martinique à bord d'un voilier samedi matin, destination l'Argentine. Une aventure un peu folle que les tourtereaux vont vivre pendant 10 mois. Alvin Coursier a assisté au grand départ. Tiens, les oranges. Yes, merci. Le café. Cap vers l'Argentine. Ce matin, Lucille et Damien réalisent un rêve, tout quitter pour voguer à travers vents et marées sur un brise de mer de 8,50 m qu'ils ont baptisé Merlin. Donc là, pour l'énergie, en fait, on a les panneaux solaires, l'éolienne. Et donc ça nous permet d'être presque autonome en fait, en énergie, enfin complètement autonome en énergie. Il y a les batteries qui sont dans le bateau et l'éolienne et les panneaux solaires qui rechargent ça. Et avec ça, on peut avoir tout. On a même un frigo à bord, on a une radio, c'est comme une petite maison en fait. Une vraie cabane de gosses que les amoureux, mariés depuis à peine 2 semaines, ont rafistolée, arrangée et soigneusement étudiée pendant 1 an. Depuis la Martinique en passant par la Guyane puis le Brésil, ils espèrent terminer leur lune de miel en mars prochain à Buenos Aires. On est arrivé ici il y a 1 an, on a acheté le bateau et c'est une envie de voyage, une envie d'aventure un peu. Avoir son bateau, être un peu autonome, indépendant, libre sur l'eau, ça nous faisait envie, quoi. Je pense qu'on ne se rend pas trop compte en fait pour l'instant du danger, de ce que ça représente, etc. Nous, pour l'instant, c'est que du kiff. L'embarcation fin prête et à quelques minutes du départ, les ressentis sont variés. Avant le départ, il y a un petit peu d'excitation. On se rend compte que voilà, ce à quoi on a rêvé depuis plusieurs mois, c'est en train d'arriver. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension aussi. On sait pas trop dans quoi on s'embarque, mais non, globalement, on est hyper content et on a hâte.
Mais l'appréhension peut aussi virer de bord. Alors les proches, au départ, je pense qu'il y a eu une petite réaction de peur, en se disant pourquoi est-ce que vous vous embarquez en bateau. Mais ensuite, quand on en a parlé avec eux, expliqué le trajet, comment on s'était organisé, notre équipement de sécurité, en fait, ils l'ont très bien pris et tout le monde nous soutient en fait. Ingénu en navigation il y a encore 1 an, c'est grâce à Gavin que le couple peut tout de même partir serein. Ce vieux loup de mer aux 7 traversées de l'Atlantique, dessinateur de voile, a pris le temps de leur transmettre son expérience pour que l'un comme l'autre tienne bon la barre. Il est venu ce matin avec Audrey, sa compagne, pour leur souhaiter bon vent. Certaines personnes diraient que oui, c'est un peu inconscient, c'est un peu dangereux, c'est long, c'est dur et tout ça. Et après ça, quand ça devient une passion, quand c'est une passion et c'est ce que tu veux faire, je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'inconscient par rapport de ça. Ils se sont bien préparés, ils ont fait tout ce qui était nécessaire pour. Le temps d'une dernière bise, de lever l'ancre et hisser la grand voile, et voilà les 2 amoureux en route pour une magnifique aventure. Un blog et une page Facebook au nom du Voyage de Merlin permet de suivre leur périple. Première étape, Sainte-Lucie. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Allez, retour chez nous à présent après ces belles images. On revient sur l'événement sportif du week-end dernier. Le Guyanais James Grainville est arrivé premier à la dernière étape, la 4e et dernière étape du Grand Prix Caron Diffusion, une 14e édition largement dominée par les Martiniquais avec en tête Ronald Gonzalez au premier au classement général jusqu'à la fin. Jonathan Lariot. La Martinique rafle tout ou presque à la 14e édition du Grand Prix Caron de cyclisme. Après 4 jours de compétition, elle s'impose au classement par équipe et au classement général individuel. On est venu ici pour faire une course de récupération après 3 épreuves très montagneuses. Donc les choses se sont passées comme on l'espérait, donc nous sommes évidemment très satisfaits. La course ici par rapport au terrain est très différente de Martinique. Il y avait exactement ce qu'on attendait, du rythme, de la vélocité, de manière à finalement préparer de manière optimale les grands rendez-vous que nous avons qui arriveront très prochainement. Le cyclisme martiniquais se situe à un niveau aujourd'hui, il a une réputation à défendre et il est sûr qu'il faudra compter sur la Martinique lors des prochaines échéances de club ou de sélection. Difficile, la topographie, c'est correct. Ici, la topographie est quand même compliquée. On est obligé de pédaler à un rythme très élevé. Mais c'est grâce à l'équipe qu'on a pu gagner. Nous dédicassons notre victoire à la Martinique. Grâce à ce résultat, on est bien préparé justement pour nos prochaines courses. Dans les rues de Cayenne, un dernier circuit les attendait, passant par la rocade de Zéphyr, pour finir à la ligne d'arrivée devant les bureaux de la collectivité territoriale de Guyane. Et c'est dans un sprint de folie à moins de 50 mètres de l'arrivée que le Guyanais James Grainville du VCG s'impose. C'était assez compliqué. Après, tout au long de la course, on a géré. J'ai mis des coéquipiers à rouler à l'avant avec les Martiniquais. Et puis on savait que ça allait sortir sur le circuit. Donc après, je suis resté très vigilant. J'ai pu glisser dans la bonne. Et à la fin, pour ma chance, j'arrive à gagner, tant mieux. C'est une bonne préparation pour le tour. Mais là, j'aurais aimé que le peloton guyanais soit un peu plus, comment dire ça, au taquet. La Guyane devra se contenter d'une 3e place au podium par équipe avec l'Espoir cycliste et espérer faire mieux au Tour de Guyane. C'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Toute la Guyane pourrait ne pas être placée en REP+, à la rentrée prochaine. Une annonce du gouvernement qui provoque la colère des enseignants. Ils craignent des conséquences désastreuses pour l'éducation en Guyane. 36 mois de prison, dont 18 fermes, requis par le procureur de la République. Le père Henri-Claude Jean-Philippe était présenté à la justice ce matin. Le curé de Soula est accusé d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Verdict le mois prochain. Et puis enfin, c'était une séance plénière sous tension à la CTG ce matin. Les élus étaient réunis pour discuter des orientations budgétaires avant le vote du budget 2016 à la fin du mois. Les conseillers de l'opposition ont quitté l'Assemblée en plein débat. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain.